Bon, oui, excuse-moi, donc Éric, c'est parti. Je suppose qu'en bon québécois, tu vas le faire en français? Oui, effectivement. C'est bien, c'est bien. OK, donc tout ça vos casques. Et puis, bah, écoute, tu as une demi-heure. Je ne vais pas répéter pour la énième fois ce que j'ai dit pour tout le monde. Donc voilà, 20 minutes. Si tu peux tenir en 20 minutes, ça fera une petite discussion avant le débat, ce serait bien. Merci. Merci. Donc, je vais essayer de tenir mon temps et essayer aussi, je suis le dernier, toujours le défi d'être le dernier, donc d'éviter de répéter et d'essayer de faire des liens avec les autres. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de parler de comment on peut nourrir la ville avec l'agriculture urbaine. C'est une réflexion que je me suis donnée à moi-même en fin de compte, en prolongement du livre que nous avons publié en 2013, et je préviens avant, parce qu'à chaque fois que je fais cette présentation-là, les gens viennent me voir et disent « Tu ne crois pas à l'agriculture urbaine sociale et au rôle social de l'agriculture urbaine. » Je pense que nous croyons beaucoup au rôle social, mais nous allons vraiment parler de nourrir la ville. Et nourrir la ville, ça veut dire qu'on parle d'agriculteurs professionnels. Donc, ma présentation... Oui, excuse-moi, c'est vrai. Donc, je vais faire le temps et le... Donc, on va vraiment parler d'agriculteurs professionnels qui veulent nourrir la ville, donc de fermes urbaines. Bon, on va faire ça ici. Nourrir la ville, on a toujours l'impression que c'est impossible, mais il y a plusieurs études qui démontrent que nous pouvons nourrir les urbains avec une production en ville. Il y a des cas, on en a parlé juste avant, Mathias en a parlé avec les Victory Gardens aux États-Unis, où 40% de la production alimentaire était faite par l'agriculture urbaine à cette époque-là. Des études qui ont été faites à Portland, Cleveland, Montréal, Toronto, qui démontrent que l'agriculture urbaine peut jouer un rôle sur la production alimentaire. Bien entendu, nous parlons du maraîchage, donc nous parlons des végétaux, donc des légumes et des fruits. On ne parle pas de viande. Donc, c'est une portion de notre alimentation et nous ne parlons pas non plus des céréales. Ce qui peut amener aussi à une réflexion sur qu'est-ce qu'on mange. L'agriculture urbaine et nourrir la ville avec l'agriculture urbaine pose des questions. Il y a des questions derrière. C'est des questions de sécurité alimentaire, donc des questions de l'alimentation saine pour les populations urbaines. Question de souveraineté alimentaire, donc d'avoir un contrôle sur la production alimentaire, ce qui a été perdu. Et ça fait partie beaucoup du mouvement très présent de l'agriculture urbaine qui a été mentionné précédemment. L'appropriation de l'espace, l'appropriation de la ville, de cet espace-là que les citoyens se sont fait désapproprier et qui veulent se réapproprier par une action qui s'appelle l'agriculture urbaine. Et finalement, je pense qu'il faut toujours mettre ça dans un contexte que l'agriculture urbaine n'est pas nécessairement une manière de révolutionner ou de rendre plus environnementale l'agriculture de manière générale, mais c'est de rendre plus environnementale la ville. Donc, c'est rentrer dans le métabolisme urbain, puisque les villes sont des très grands pollueurs et l'agriculture urbaine peut jouer un rôle dans ce changement, cette transition. Et ça va être un peu mon propos dans le cadre de ma présentation. Bien entendu, à la base, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier lorsque nous parlons d'agriculture urbaine, nous parlons de ces jardins individuels, des jardins que les gens ont chez eux, qu'on a tendance à négliger, qu'on a tendance à dire peut-être des épiphénomènes, que ce n'est pas très productif. Pourtant, ils le sont. Bon, bien entendu, ça devrait dépendre des villes et mon expérience et nos recherches portent surtout sur les États-Unis, mais dans les grandes villes nord-américaines, que ce soit Montréal, Toronto, Portland ou Vancouver, 40% de la population pratique l'agriculture urbaine. Ce n'est pas négligeable, 40%. C'est la moitié de la population. Pour Montréal, ça représente entre 700 et 800 000 personnes qui disent avoir un jardin. Après ça, le jardin a différentes étendues, différentes superficies, il couvre différentes surfaces. Ici, nous avons une exception de quelqu'un, je pense, qui n'aime pas la pelouse et s'étendre sur la pelouse et qui ne doit pas avoir d'enfants non plus. Mais il y a des plus petits jardins qui peuvent être très productifs et production dans un jardin comme celui-là, c'est 4,2 kg par mètre carré de légumes, ce qui est énorme. Avec 10 mètres carrés, on fait 42 kg. Ça commence à être conséquent dans une alimentation d'un individu ou d'une famille, qui représente un revenu de 1 000 $ pour 30 mètres carrés de culture.
ce qui est quand même non négligeable, encore une fois, pour un individu. Et si on multiplie ça, bien entendu, par 700 000 personnes, ça fait énormément de production. Par ailleurs, nous avons aussi... Nous avons aussi ce qui est des formes plus communautaires, les jardins communautaires, jardins familiaux. J'aime bien le terme des jardins ouvriers, mais ça a été changé pour jardins familiaux, qui sont des structures de production, qui sont des programmes de la ville, qui peuvent couvrir énormément de superficie. Montréal a 19 hectares de jardins communautaires, des parcelles où les jardiniers peuvent produire jusqu'à 3 kilos par mètre carré, ce qui fait en sorte que l'ensemble des jardins communautaires de la Ville de Montréal produit pour 1,5 million de dollars de denrées alimentaires annuellement. Et lorsqu'on aussi, on a fait des sondages auprès des jardiniers, on leur demande est-ce que vous êtes autosuffisant, qu'est-ce que ça représente dans votre alimentation, cette nourriture. C'était autant dans les jardins ouvriers de Paris que dans les jardins communautaires de Montréal. Pour plusieurs, ils disaient que c'était une bonne partie de leur alimentation annuelle. Certains disaient « Ah non, c'est anecdotique », mais bizarrement, ils donnaient énormément à leurs voisins. Donc, ils ne mangeaient presque pas de leur culture, mais ils en donnaient beaucoup. Donc, peut-être que ce n'était peut-être pas aussi anecdotique qu'ils croyaient. Donc, c'est une question aussi de perception. Et même certains jardiniers se disaient autosuffisants. Et en tant qu'exemple, je suis un fermier urbain, un jardinier urbain et un fermier urbain, mais en tant que jardinier urbain, je suis moi-même autosuffisant. J'ai 40 mètres de culture et je produis presque l'entièreté de mes légumes dans mon jardin. Ce qui pose des défis derrière, bien entendu, je ne dirai pas, et on va le voir après, que c'est tout le monde qui peut le faire. Par ailleurs, dans les réflexions qu'on doit avoir au niveau de l'agriculture urbaine et de la production, c'est tous les nouveaux espaces aussi qui deviennent accessibles parce que nous avons trouvé des moyens d'innover. Les balcons, là, c'est pas nécessairement vraiment de l'innovation, mais il y a des nouvelles façons, et on a vu, André a présenté hier, des nouvelles façons de produire sur des balcons de manière beaucoup plus productive. Il y avait le cas d'André de Balcony Garden, qui sont très productifs, et on peut produire énormément, surtout que dans des villes, entre autres comme Montréal, un balcon en général est un endroit idéal pour les plantes tropicales parce qu'il fait très chaud. Sur un balcon, c'est collé sur le mur au soleil. D'autres espaces comme ici, donc à Bruxelles, des espaces où on va mettre des arbres fruitiers, des espaces publics qu'on va se réapproprier, des places souvent minéralisées, où on va installer des arbres fruitiers afin de produire encore de l'alimentation, qui va poser des défis. On va le voir comment ça peut se structurer un peu plus tard dans le cadre de la présentation. Hop là. Autres nouveaux espaces qui se développent, c'est sur la rue. Dans le cas ici à Portland, les gens font leur jardin directement sur le trottoir. Dans le cas de cette ville américaine, c'est déjà prévu. Les citoyens sont responsables de ces espaces-là, ce qui n'est pas le cas partout. Bien que Paris commence à distribuer des permis de cultiver dans les parcs et dans des espaces publics. Donc, les citoyens peuvent obtenir un permis pour faire une action sur le domaine public. Donc, à Portland, les citoyens sont responsables et ils font une production directement sur la rue. Et lorsqu'on pose la question, est-ce que vous faites voler? Et la réponse est toujours la même chose. Ils disent, les gens, peut-être qu'ils nous volent, mais il y a tellement de jardins sur la rue qu'on ne le voit pas voir disparaître parce qu'effectivement, chaque maison a son jardin et il y en a partout. Autre exemple, plus à Montréal, donc c'est la même chose, sur trottoir, les gens se réapproprient ces espaces-là pour en faire des lieux, et je dirais souvent un peu de production, mais beaucoup plus de sensibilisation sur l'alimentation. Un truc que j'ai oublié de mentionner, ce qu'on se rend compte aussi dans les études, c'est qu'un agriculteur urbain est quelqu'un qui mange beaucoup plus de légumes que quelqu'un qui ne pratique pas l'agriculture urbaine. Donc, il y a vraiment un changement aussi de nos modes d'alimentation lorsqu'on pratique l'agriculture urbaine, et c'est flagrant. Et cet effet-là, qui a été aussi documenté aux États-Unis, montre que l'effet n'est pas seulement sur la personne qui fait l'agriculture, mais c'est aussi sur la famille rapprochée, qui peut aller jusqu'aux oncles.
Donc, tantôt, lorsque je parlais des arbres fruitiers qu'on mettait en ville, il y a toute une organisation qui se met en place aussi parce que ces arbres fruitiers sont partout dans les villes. Les villes ont planté des arbres fruitiers qui peuvent avoir un certain âge ou en plantent et ils ne s'en occupent pas. Donc, ce que les citoyens ont commencé à faire, c'est à commencer à se dire, bien, ces arbres fruitiers qui font des fruits dont la ville ne s'occupe pas, parce que bien entendu, les villes ne font pas la cueillette des fruits parce qu'il y a toute la gestion derrière, se sont organisés pour cueillir eux-mêmes ces fruits-là et les transformer. Donc, c'est des entreprises d'économie sociale, donc des entreprises communautaires, sociales qui vont beaucoup donner de la récolte, qui ont commencé à le faire. Donc, on a le cas ici de Toronto qui a cueilli, là, c'est des chiffres de 2010, ils ont augmenté leur type de cueillette. Donc, 2010, et c'est en livres, donc vous devez diviser par 2. Pour nos collègues américains, les livres, ça convient. Donc, il faut comprendre qu'ils ont cueilli 10 tonnes de légumes en une année de manière gratuite parce que c'était disponible dans la ville. À Portland, actuellement, ils cueillent 30 tonnes de fruits comme ça qui vont utiliser pour les cueilleurs en utilisent une partie et le reste de la cueillette est donné à un organisme qui va le transformer, soit pour après ça le distribuer dans des quartiers défavorisés ou pour des personnes défavorisées. Donc, c'est un peu le portrait de ce qu'il y avait et je voulais seulement le mentionner parce que ça a quand même une forte importance, à mon sens, sur la production alimentaire ou sur le fait de pouvoir nourrir la ville. C'est un des éléments, il ne faut pas l'oublier. L'autre élément qui se développe, c'est vraiment les fermes productives. Et actuellement, ça se développe très rapidement et on les voit apparaître là, en start-up, donc en initiative de démarrage, une entreprise de démarrage avec des fonds souvent spéculatifs. Donc, on pourra revenir sur cette question-là. Mais on voit vraiment que ces fermes émergent rapidement. Donc, ici, bien entendu, il y a Brooklyn Grange, One Acre Farm, qui est très connu à New York, qui existe depuis très longtemps, qui produit et qui met en marché directement en panier ces aliments. Ce qu'on retrouve aussi, peut-être à plus petite échelle, je vais partir avec un cas comme ça, c'est les restaurants qui commencent à avoir leur propre jardin pour se fournir eux-mêmes de leurs propres légumes, puisque le chef ou les cuisines peuvent monter en haut et choisir ce qu'ils ont besoin sans passer par tout le système d'achat en se levant très tôt le matin. On le voit, ça existe à Paris. Là, c'est l'exemple de Noble Rot Restaurant à Portland, où il y a une production qui peut représenter 50% de leurs besoins en légumes et 100% de leurs besoins en herbes, donc en fines herbes, qui est souvent dans les restaurants une denrée relativement onéreuse. Au niveau des fermes, et bien entendu, je ne ferai pas le tour de toutes les fermes urbaines qui sont apparues, mais je vais faire montrer des exemples qui, je crois, dénotent un changement de paradigme dans la production. Donc ici, vous avez l'exemple de Soul Food Farm à Vancouver, qui est une ferme qui déjà fait de l'intégration sociale avec des personnes vulnérables, donc vont les insérer leur donner un travail. Il va quand même produire énormément et vendre sous différents formats, des restaurants, marchés fermiers, ASC. Mais ce que démontre le Soul Food Farm, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de sol ou accès au sol pour produire. Vous voyez ici, c'est un stationnement. Vous savez, Vancouver a eu les Jeux olympiques. Un des héritages des Jeux olympiques dont on ne parle jamais parce qu'on n'est pas très fiers, c'est les stationnements pour les voitures. Donc ici, c'est un stationnement, je pense qu'au total, il fait 2 hectares de stationnement. Ils ont pour l'instant un demi-hectare de production, mais directement sur le stationnement, ils font de la production. Ils ont d'autres fermes ailleurs, mais ici, on voit bien par cet exemple qu'on n'a pas besoin d'avoir accès au sol pour créer une ferme et être productif. Autre cas beaucoup plus ancien que Soul Food Farm, c'est Adult Value à Brooklyn, qui encore démontre qu'on n'a pas besoin de sol parce qu'eux, ils sont sur un ancien terrain de basketball abandonné, donc ils sont directement sur la surface minéralisée. Encore une fois, c'est mise en marché, c'est de proximité, on engage des gens de la communauté pour leur donner des emplois, on fait venir les jeunes, les enfants, on met le lien entre l'enfant et les aliments sains rapidement. Ce qui est intéressant aussi dans cette ferme-là, c'est là on commence à se dire, on parlait de métabolisme urbain, le fumier
de cette ferme-là provient du zoo de Brooklyn, donc de proximité. Et quand le zoo de Brooklyn a eu cette possibilité-là, ils se sont dit quelle bonne idée, parce qu'avant ça, ils ne savaient pas quoi faire, ça allait au landfill, donc ça allait au dépotoir. Donc, c'est un moyen de recycler des déchets urbains directement en proximité sur le même territoire. Donc, autre exemple, c'est à peu près la même idée, mais je voulais montrer que ce n'est pas uniquement en Amérique du Nord que ça se passe, mais aussi en Europe. Donc, le début des haricots à Bruxelles, et qui ont aussi une ferme d'1 hectare qui vont produire. Et ils sont très connus à Bruxelles. Le début des haricots est très connu comme organisme à Bruxelles. Autre exemple de ferme urbaine, et là, on n'est pas sur une surface minéralisée, mais simplement se dire qu'on a l'habitude de voir la ferme, c'est toujours 1, 2 hectares, 3 hectares, et même 50, 100 et 400 hectares. Je pense qu'en Europe, lorsqu'on dit moins de 4 hectares, ce n'est pas une ferme. C'est les gros défis des agriculteurs qui veulent faire de la culture sur petite surface. Mais là, c'est encore plus petit. Le Green City Acres, dont c'est Curtis Jones, fait de la culture sur les terrains des gens. Donc, vous comprenez, c'est pavillonnaire, les gens ont un grand terrain, ne savent pas quoi faire avec, ou ils ne veulent pas tondre le gazon, ou ils voudraient avoir un jardin, mais ils ne veulent pas s'en occuper. Lui, il arrive, il dit, mais je fais votre jardin. Bien entendu, la récolte, c'est un fermier, donc la récolte est en grande partie pour lui, mais il laisse un panier par semaine aux gens, c'est une entente qu'il y a pour pouvoir utiliser leur terrain, et lui, c'est sûr qu'un terrain comme celui-là, c'est pas assez pour une ferme, mais quand on a 8, quand on a 10, quand on a 12, quand on a 20, tu es rendu à 1 hectare. Tout dans le même quartier. Donc, bien entendu, ça demande des déplacements. Déplacements qui se fait en vélo dans son cas, puisque c'est une agriculture avec peu d'outils mécaniques. Donc là, on voit, c'est rare fois qu'il sort son petit rotoculteur. Mais c'est une nouvelle forme qui existe de spin farming qui se développe à différents endroits. Retour à Portland, donc, et aussi des fermes qui vont souvent aussi s'installer sur des friches, donc des espaces vacants qui existent dans la ville en attendant, donc on parlait de l'éphémère hier, en attendant qu'il y ait des nouveaux développements. Il y a des gens qui créent des fermes, petite superficie, très productive, et où le marché va être directement sur le trottoir. Donc les gens viennent à la ferme à pied, à vélo, pour ramasser leurs légumes. Autre exemple, et là, on aborde une question, c'est le Side Yard Farm and Kitchen à Portland, mais c'est vraiment le cas dans plusieurs autres projets de fermes urbaines qui existent. On arrive aussi que les fermes urbaines se spécialisent. Donc, la question, au début, on parlait beaucoup Soulful Farm, Adult Value, c'est vraiment pour nourrir la population, nourrir les personnes des quartiers défavorisés. Mais plusieurs des fermes urbaines sont des fermes de créneaux. Donc, ils vont produire, et vous avez vu, je sais pas, peut-être que ce n'était pas très évident sur Green City Acres, donc sur les terrains des gens en Colombie-Britannique, donc à Kelowna. Les fermiers urbains se spécialisent dans des productions qui ont des valeurs ajoutées. Par exemple, Side Yard Farm, je pense qu'il y a peut-être quelques tomates, mais pas beaucoup de tomates, mais beaucoup des concombres variés, mexicains et autres, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, mais ça fait longtemps que je pratique l'agriculture urbaine en tant qu'agriculteur, et il y a des concombres que je n'avais jamais vus de ma vie. Donc, elle fait pousser des variétés très spécifiques pour ses besoins, et c'est bien Side Yard Farm and Kitchen, puisqu'elle est aussi elle fait traiteur, ce qui fait en sorte qu'elle fait des repas. Elle reçoit des gens. Donc, elle fait une production très spécifique pour des besoins de happening, donc d'événements, où elle va utiliser des choses un peu fancy, un peu différentes, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent dans leur assiette. Ils ne veulent pas nécessairement manger beaucoup parce que ça va être un buffet, mais ils veulent avoir des choses complètement différentes qui vont marquer l'événement. Et simultanément, lorsqu'on discutait avec l'agricultrice de Side Yard Farm, on a parlé à un autre agriculteur urbain qui pratique l'agriculture urbaine depuis 20 ans, et il avait le même discours en disant, si on veut survivre en tant qu'agriculteur, il faut vraiment faire des produits de niche.
Produire des tomates italiennes ou autres, des tomates traditionnelles qu'on trouve au marché à des prix défiant toute concurrence, ça ne peut pas être viable pour un agriculteur urbain. L'agriculteur urbain doit se démarquer, donc s'il fait des tomates, il doit faire des variétés complètement nouvelles, différentes, qui ont une valeur ajoutée à cette production. Là, on restait quand même dans le low-tech, des choses innovantes, mais pas dans les grands développements, grands déploiements. Mais ce qui arrive et ce qui se développe depuis plusieurs années, c'est vraiment les fermes productives sur toit, les serres industrielles. On en a parlé un peu hier, donc qui existent aux Pays-Bas, qui existent en Amérique du Nord et qui s'en viennent en France, je vous le confirme. Il y a plusieurs projets en cours, ça va finir par arriver. Il va devoir lever le problème de l'hydroponique, mais des projets qui vont déboucher, des projets très productifs, mais qui sont aussi, qui coûtent énormément d'argent à développer. Donc, il y a Bright Farms, qui est surtout un organisme d'accompagnement pour le développement de serres industrielles productives sur toit. Les fermes Lofa, bien entendu, qui sont à Montréal. Et il y a Gotham Greens, qui est peut-être un des plus gros exploitants aux États-Unis de serres productives sur toit. Lorsqu'on parle de défi et on dit qu'on n'est plus dans le low-tech, la question, c'est le coût de construction de ces serres-là sur les toits. Donc, vous avez ici un tableau qui reprend des données qu'on a pu collecter un peu partout, faisant des recherches assez poussées, parce que c'est des compagnies privées, donc qui sont un peu frileuses de partager ce genre de données. Donc, les coûts de construction varient quand même de 1,4 million à 4 millions de dollars. Pour partir la serre, là, on n'a rien produit encore. On a investi, on a construit la serre, on n'a rien produit. De là, il y a des coûts, la production, le taux de production théorique, donc estimé, potentiel, et peut être très élevé. On n'est plus dans les... On parlait au début de la présentation du taux de production en légumes de 4 kg par mètre carré. Vous voyez, ici, on est plutôt à 51, 115 kg par mètre carré, même 135 kg par mètre carré, ce qui est énorme. Mais si on transfère rapidement ça en évaluation monétaire, et là, c'est vraiment un calcul de petites calculettes rapides, donc ce n'est pas des chiffres qui ont été validés, bien entendu, par les compagnies qui le font, mais on se rend compte qu'ils peuvent faire peut-être 1,5 million de dollars en vente annuelle. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui travaillent dans ces serres-là aussi. Les fermes Lofa, il y a 30 employés. Si on calcule une masse salariale de 30 employés urbains dans une serre, on est rendu que le profit est petit. Et là, on n'a pas parlé des autres coûts associés. Donc, pour l'instant, c'est encore en développement. Donc, les coûts, le profit, pour rembourser, entre autres, l'investissement à la base, qui est un investissement privé, n'est pas nécessairement au rendez-vous. Et c'est peut-être pour ça ce qu'on remarque actuellement, et j'ai mis en jaune le Gotham de Chicago. Vous voyez, on est rendu à 75 000 et c'est des pieds carrés. On est rendu avec des serres, des méga-serres. Et ce qui se passe aussi, on se rend compte que ces serres de production-là vendent de moins en moins des fruits et des légumes en panier, mais ils vont les transformer. Gotham Greens transforme toutes ces salades. Donc, il y a une valeur ajoutée, bien entendu. Les fermes Lofa, eux, ne transforment pas, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils sont devenus un distributeur de produits autres. Ce qui fait en sorte que ce qu'ils vendent actuellement n'est qu'une partie de ce qu'ils produisent. Donc, ils vendent beaucoup de la production de d'autres producteurs. Et bien entendu, à chaque fois, ils se prennent une marge, comme tout distributeur alimentaire fait. Donc, des modèles économiques qui se développent. Il te reste 5 minutes. Afin d'assurer le développement. Par ailleurs, on a ici d'autres fermes productives. Et là, on se rend compte que les fermes productives, on pourra en parler juste à la fin, se développent. Et là, c'est les fermes productives collectives. Donc, les gens veulent avoir des serres chez eux dans les quartiers résidentiels. Vous comprendrez qu'on va en parler. Ça relève de défis, entre autres du fait qu'une serre, ça a besoin d'éclairage l'hiver. Et l'éclairage de la lumière, c'est assez puissant dans une serre. Et pour Montréal, les lumières s'allument à 4 heures l'après-midi et on les ferme à 10-11 heures le soir. Donc, les résidents alentours, ça pose un certain conflit.
Et entre les deux, ce qu'on remarque, c'est peut-être des types de fermes qui sont innovantes, qui sont plus high-tech que ce qu'on a vu à Adult Value ou Soul Food, mais qui restent à d'autres échelles. Par exemple, Paris-sous-les-Fraises, une production de fraises sur toit, où la production au mètre carré, le coût initial au mètre carré n'est pas très élevé, mais avec une très forte valeur ajoutée parce qu'on vend des fraises, bien entendu, de variétés très différentes. Et ce qui est intéressant aussi dans ces nouveaux modèles-là, c'est qu'au lieu d'être en inorganique, on va être en organique. Donc, on va utiliser le compost, les matières organiques de la ville, afin d'alimenter la ferme. Autre type de projet qui va dans la même chose, c'est des champignons, la production de champignons, où on va utiliser les déchets urbains pour permettre la production. Donc là, ici, il y a une liste de ce qui existe que je connais, il y en a peut-être d'autres. Permafungi à Bruxelles, Upcycle à Paris, Blanc de Grès à Montréal, où on va utiliser, entre autres, toute la marque de café et la drèche des brasseries de bière pour faire pousser des champignons. Donc, il y a vraiment un cercle fermé qu'on veut réutiliser les déchets de la ville. Et quand je disais qu'un jour, la France ne sera pas rentrera dans ce modèle-là, Refarmers à Lyon, qui sont actuellement à la recherche d'un agronome horticulteur pour partir leur projet. Ils ont déjà les financements, ils sont en construction. On verra, c'est avec ZipGrow. Je ne suis pas un fan de cette technologie-là, mais ça fait partie d'une réalité. Donc, tout le défi dans ça va être, toute cette mouvance-là, ça va être aussi d'articuler, en fin de compte, les différents acteurs avec aussi de ce qu'on veut de cette agriculture-là, de cette culture urbaine-là. Est-ce qu'on veut de l'économie? Est-ce qu'on veut du social? Est-ce qu'on veut travailler sur l'environnement? On a parlé beaucoup pour Nantes. Je pense que c'est social, mais aussi environnemental. Hein. C'était verdir la ville. Donc, l'articulation va être un grand défi. Une articulation qui se fait dans le métabolisme urbain, mais qui devra aussi se faire dans un contexte alimentaire avec une solidarité avec le périurbain, parce que je ne crois pas que le monde urbain pourra être autosuffisant complètement au niveau alimentaire. Je ne pense même pas que c'est souhaitable, parce que je suis d'accord avec mon collègue. La ville a d'autres usages aussi, et effectivement, avoir un espace pour s'étendre lorsque les beaux jours arrivent, c'est aussi important, et on ne veut pas nécessairement vivre dans une ferme. Et si nous, on veut avoir beaucoup de fermes, il y a des personnes qui n'en veulent pas. Donc, il faut quand même, en monde urbain, modeler les usages. Développer une solidarité avec le monde rural, un des grands défis, nous avons fait des recherches dans ce sens, recherches préliminaires avec des entrevues. Si cette question-là de solidarité dans le monde urbain en disant oui, on doit développer un système alimentaire solidaire qui prend en compte les agriculteurs, si en monde urbain c'est très ancré et les gens sont conscients et veulent soutenir les agriculteurs périurbains, lorsqu'on parle à un fermier périurbain et on dit que il faudrait peut-être qu'ils travaillent avec les citoyens urbains, qu'il y ait une solidarité entre les deux. Les fermiers disent ah non, attends, moi je produis, je l'envoie au marché central pour Montréal, moi à Rungis pour Paris, et point à la ligne. Je produis, je suis un économe. Presque. Ça va? Une minute, hein? Une toute petite minute, donc si tu peux conclure, ce serait génial. Ici, pour ça. Hein? J'ai 23 minutes sur mon compteur, mais ça va. 23 sur ton compteur? Oui. Ah, ce qui se passe aussi derrière, c'est que l'agriculture urbaine commence à s'organiser en développant des outils. C'est peut-être la force de l'agriculture urbaine, c'est que puisqu'on sommes en monde urbain, énormément de personnes et de ressources, donc peut utiliser les outils Internet pour se valoriser, pour mettre en lien, mettre en contact. Donc ici, deux exemples pour valoriser l'agriculture urbaine, les activités d'agriculture urbaine. Un outil pour identifier les parcelles qui sont vacantes et qui pourraient être utilisées pour l'agriculture urbaine. Il y a aussi des outils de mise en marché qui ont été mis en place. Par exemple, les fermes Loufa ont un outil de mise en marché hyper performant qui tient compte des besoins des consommateurs, ce que ne font pas, par exemple, les agriculteurs en ASC, où on reçoit le panier et les gens souvent arrêtent et on ne réussit pas à développer l'ASC, donc le système d'agriculture soutenue par la communauté, parce que les gens se tannent de toujours avoir les mêmes genres de légumes, ou encore si on est un agriculteur, si on a un jardin, on produit exactement les mêmes légumes que l'agriculteur produit, donc on a une surcharge et on n'a pas de choix à faire. Donc, en agriculture urbaine, les gens commencent à dire, ben non, il faut leur donner un choix, puis pouvoir, après ça, mieux gérer la distribution. Parce qu'au Québec, par exemple,
Les personnes qui font le biologique et l'ASC et tous les modes de vente directe, c'est 5 des consommateurs alimentaires. Depuis 10 ans, on n'a pas réussi à dépasser cette barrière-là. Donc, tout nouveau projet qui embarque, bien entendu, est toujours dans la même tarte, dans le même nombre de personnes, ce qui pose un grand défi parce qu'il faut réussir à éclater ce 5 %-là. Et pour ce faire, il faut trouver des initiatives différentes. Et je vais conclure en laissant sur cette diapo où, en fin de compte, les défis à relever pour une agriculture urbaine viable devra se faire à une économie circulaire, donc l'économie de la réutilisation des ressources de la ville et une viabilité urbaine qui va poser des défis au niveau de l'espace, des ressources humaines, la technologie de l'innovation et, bien entendu, du développement d'un système alimentaire local, urbain. Merci, Éric.